Bonjour Alain, Bonjour. très fier que tu sois avec moi aujourd'hui. Ce podcast, pour rappeler à nos éditeurs Histoire de la cyber française, a pour objectif de parler de l'histoire de la cybersécurité pour tout le monde. Donc il s'adresse à des passionnés de cyber ou pas. Et l'idée aujourd'hui, c'est de parler de ton parcours, parce que je pense que c'est rare à dire, mais tu fais partie donc, ces personnes historiques, mais qui ont aussi eu beaucoup de choses à raconter sur l'histoire de la cyber et évidemment sur le Césin également. On va expliquer ce que c'est le Césin, effectivement, tout au long du podcast. Alors, à savoir qu'on se connaît déjà un petit peu, puisque tu as été mon chef pendant un an, j'aime bien le dire, un super chef. Et je suis encore reconnaissant, sache-le, que tu puisses Merci. être avec moi aujourd'hui et de partager à tout le monde, à la communauté cyber française, ces belles histoires que tu sais très bien raconter d'ailleurs. Alors pour commencer, ce que je te propose, c'est peut-être de parler de toi. Ça te dérange pas? Ça va être compliqué, Ça va être mais compliqué. on va sûrement y arriver. Parler de ton parcours, qui est un sacré parcours. On a eu l'occasion d'échanger encore tout à l'heure. Je pense que nos auditeurs, ils ont besoin de savoir un petit peu qui est Monsieur Bouillet. Bon, alors, Monsieur Bouillet. Déjà, si on fait un petit flashback, dans 2 ans, ça fera 50 ans exactement que je gravite autour de l'IT et beaucoup de cyber. Donc c'est vrai que ce qu'on connaît aujourd'hui, évidemment, n'a rien à voir avec ce que j'ai connu. Alors, pas il y a 50 ans, parce que j'ai pas fait 50 ans de cyber, mais on va dire il y a 30 ans, pour faire plus jeune. Et c'est vrai que quand j'ai débuté dans la cyber, rétrospectivement, on se dit, mais on était quasiment des escrocs. Il n'y avait rien à protéger, il y avait pas de danger, il n'y avait pas de tous les maux qui nous atteignent aujourd'hui. Mais il faut aussi se replacer dans le contexte de l'époque. Le digital, le mot n'existait même pas. On parlait d'informatique. Moi, j'ai commencé dans l'informatique avec des cartes perforées, donc ça va pas me rajeunir. Mais tout ça pour dire que les questions de sécurité informatique se sont tout de suite posées. Moi, j'ai eu la chance de... alors, je fais un bond là, de quelques années, mais j'ai eu la chance de vraiment débuter, je dirais, dans ce milieu de la sécurité informatique, comme c'était l'appellation contrôlée de l'époque, dans une banque américaine, JP Morgan pour ne pas la nommer. Et c'était à l'époque, alors le milieu bancaire était déjà extrêmement réglementé, extrêmement frileux justement par rapport aux problématiques que posait la sécurité informatique. Les moyens étaient là, parce que en plus aux États-Unis, on ne rigolait pas à l'époque avec la réglementation, on ne rigole toujours pas, mais là c'était du sérieux, hein. Les menaces d'arrêt d'activité si on n'était pas conforme à telle ou telle réglementation étaient des menaces qui parfois étaient avérées. Donc la sécurité informatique était quelque chose qui était pris au sérieux. Donc j'ai eu la chance de débuter ma carrière. Alors dans ce milieu-là, et ce qui est peut-être petite anecdote en passant, c'est que l'autre jour quelqu'un a fait l'amitié de me citer dans un poste où aussi il refaisait l'histoire de la cyber et il disait en gros le pionnier de la cyber mondiale, c'était un certain Steve Katz, qui était le patron de la cyber de JP Morgan. Et puis quelques lignes plus loin, il dit, puis en France, il y a eu plusieurs pionniers, dont Alain Bouillet. Donc voilà, j'étais très flatté. Ce que le monsieur ne savait pas, c'est que quand j'ai débuté ma carrière dans la cyber, Steve Katz était mon chef. Donc la boucle est bouclée. Ouais. Alors après, évidemment, je ne vais pas refaire l'histoire de l'IT et toutes les évolutions qu'on a pu connaître depuis une trentaine d'années. C'est vrai que le métier d'aujourd'hui n'a plus rien à voir. J'ai un peu l'impression, vous savez, que c'est comme si un paysan se levait le matin et qu'on avait doublé la superficie de son champ dans la nuit, à labourer. Et c'est ça, la cyber. Aujourd'hui, votre champ d'action, il n'arrête pas d'augmenter, et jamais de manière proportionnée avec les moyens qu'on vous donne, même si parfois, dans certains environnements, on est quand même généreux. Et en effet, la cyber d'aujourd'hui
Enfin, on en reparlera peut-être, hein, mais c'est aussi presque c'est un métier devenu assez stressant, même très stressant. Hein. Et j'ai l'habitude de comparer la cyber avec la médecine. D'abord sur la longévité de la carrière. Hein. On ne demande jamais à un médecin s'il a envie de changer de métier. Non. Bon, eh ben on demande rarement à un responsable cyber s'il a envie de changer de métier parce qu'effectivement, le métier est suffisamment passionnant, et ça a été mon cas, pour m'intéresser pendant toutes ces années. Waouh. Faut remonter de sacrées années en arrière. Hein. Je pense que le métier, effectivement, j'en suis sûr, a bien changé. Et comment ça t'est venu, en fait? Comment tu t'es formé, quelque part, sur le terrain à la sécurité informatique? On t'est venu chercher dans un couloir, comme ça, on t'a dit, tiens, tu vas être responsable sécurité informatique. Alors, c'est à peu près ça. Ouais. J'étais oui. en charge à l'époque de l'informatique du bureau de Paris, la production informatique. Et mon chef m'interpelle, et exactement dans un couloir, en me disant Alain, on a un gros problème, on a un audit dont j'ai un exemplaire sur mon bureau qui est vraiment catastrophique sur le volet sécurité. Je pense que tu es la bonne personne pour t'en occuper. Moi, j'avais jamais entendu parler, à part quelques bribes de notions de sécurité qu'on pouvait évoquer à l'époque, époque des mainframes. Hein. Oui. Donc, bon, je vais citer un acronyme que plus personne ne connaît, mais RACF, c'était, voilà, Resource Access Control, c'était la Bible pour ceux qui balbutiaient dans la cyber à l'époque. Waouh. Et le gars me dit, tu vas t'en occuper. Et je lui dis, mais... chef, j'y connais rien. Bah, il me dit justement. Donc on va te former, et c'est comme ça que l'histoire a commencé, et que quelques mois après, je me retrouvais dans une des tours de Manhattan à faire de la cyber avec le fameux Steve Katz. Waouh. Ok, d'accord. Et est-ce que tu as dû beaucoup voyager, je pense, pour ton métier à l'époque? Parce que JP Morgan, c'est énorme, c'est un peu partout. J'imagine qu'il y avait des bureaux partout en Europe, etc. Comment ça se passait? C'était quoi une journée type d'Alain Bouillet et de RSSI? Alors une journée type d'Alain Bouillet, Ouais. je partais de chez moi, j'allais à la gare du Nord. Je prenais le Thalys pour aller à Bruxelles. Je faisais mon petit tour du bureau de Bruxelles. Je reprenais l'Eurostar pour aller à Londres. À Londres, je faisais un petit tour de piste aussi. Je prenais un avion pour aller à Francfort, Madrid, Turin. Enfin bref, partout il y avait un bureau. Et comme les Américains ne sont pas très forts en géographie, l'Europe pour eux c'était une notion un peu abstraite. Donc ils m'ont confié également le bureau d'Afrique du Sud. Ce qui était très pratique. L'Afrique du Sud, au moins, il n'y a pas de décalage horaire. Donc, c'était moins fatigant que le reste. Bref, oui, j'ai beaucoup voyagé à l'époque. J'ai même eu la chance de prendre le Concorde, Wow. ce qui était quand même, bon, pas de mon niveau à l'époque, hein, même si on était bien traité. En fait, pour des bêtes histoires de tests qu'on devait faire sur des temps très réduits. Et à l'époque, il n'y avait pas les réseaux d'aujourd'hui, donc il fallait emmener des données sur des cassettes, sur des bandes physiques, hein, et emmener ça dans l'avion, et puis faire le test de restauration aux États-Unis. Il manquait 4 heures dans le timing qui était imparti pour que les utilisateurs puissent redémarrer le lundi. Et le miracle, c'est que quelqu'un a dit, si on veut gagner 4 heures, il n'y a qu'à prendre le Concorde. Et donc j'ai pris le Concorde, et puis après, de fil en aiguille, on finit par s'habituer. Hein, et j'ai du coup, je suis devenu un des voyageurs fréquents du Concorde, donc ce qui est quand même pas... voilà. J'avais été aussi, je me rappelle, récompensé par Eurostar, parce que je devais être celui qui avait le plus voyagé dans un temps imparti sur la ligne Paris-Londres, à l'époque où l'Eurostar venait tout juste d'ouvrir. Waouh. Donc oui, les kilomètres, j'en ai quelques-uns au compteur aussi. Waouh.
Et ça s'organisait comment alors aujourd'hui, si on prend le rôle d'un RSSI, il y a évidemment plein de choses. Tu l'as dit tout à l'heure, le périmètre est énorme. J'imagine que les technologies aussi ont énormément changé. Dans tes référentiels, t'en as cité un tout à l'heure, comment ça se passait? Donc l'idée, c'était de sécuriser les mainframes, j'imagine les data centers de l'époque. Il y avait, j'imagine, beaucoup aussi de backup à faire. C'était beaucoup moins interconnecté. Donc, quels étaient vos référentiels de base? Quelles étaient vos journées type? Je dirais, les mains dans le cambouis, ça ressemblait à quoi dans le métier des RSSI? Les mains dans le cambouis, pas tellement. En fait, on donnait un certain nombre de directives. Alors, il y avait beaucoup de data centers dispersés. Hein, on faisait pas. Évidemment, les réseaux étaient tels qu'on ne pouvait pas se permettre d'avoir. On aurait pu imaginer ce qui doit être le cas maintenant, hein, probablement un seul et unique data center pour plusieurs pays. C'est ce qu'on fait avec le cloud. Hein. Donc, à l'époque, c'était pas le cas. Donc, dans chaque pays, j'avais des spécificités. Hein, alors, les métiers étaient toujours les mêmes. Hein, on faisait de la banque partout. Mais avec les moyens des applications et des ressources informatiques complètement différentes. Donc ici, j'avais un AS400 à sécuriser. Là, j'avais un IBM mainframe. Là, j'avais encore une autre technologie. Tout ça avec l'avènement de les technologies client-serveur, l'avènement de toutes les nouvelles technologies. Moi, la première fois que j'ai eu une messagerie entre les mains et que j'ai envoyé un message par messagerie à mon collègue à New York, c'était magique, quoi. On s'imagine pas ça maintenant. Oui, c'est pour ça. Et tout ça, au fur et à mesure de ces inventions, et la grande révolution, ça a quand même été l'avènement d'Internet. Donc là, j'étais plus chez JP Morgan, mais il y avait déjà des bribes à l'époque, mais la vraie explosion, on va dire aux alentours des années 2000, je l'ai plutôt vécu dans une autre entreprise. Mais tout ça, effectivement, toutes ces nouvelles technos, hein, à chaque fois, apportaient de nouvelles problématiques à traiter, de nouveaux mots. C'est ce que vivent aujourd'hui les RSSI, mais d'une manière beaucoup plus accélérée. Hein, intelligence artificielle, etc. Enfin, on voit bien que c'est une espèce d'avalanche discontinue de nouvelles technologies et donc de nouvelles problématiques. Et la journée type, c'était aussi... faut pas oublier que on parle de GRC, on parle de gouvernance maintenant, etc. Mais moi, mon premier acte de responsable sécurité chez JP Morgan dans une des tours de Manhattan, ça a été d'écrire une politique sécurité. Wow. Et donc, on a écrit ce qu'on devait faire, et ensuite j'ai fait ce qu'on avait écrit. C'était pas, ça tombait pas du ciel, hein, c'était pas improvisé. Il y avait déjà ces notions-là, hein, en fait. Voilà. Et d'ailleurs, quand j'ai participé à la rédaction de la politique sécurité JP Morgan Worldwide à New York, je me souviens que le responsable sécurité globale de l'époque m'avait tendu le bouquin. Il m'avait dit, bon, maintenant tu as bien bossé et tu vas aller implémenter ça en Europe. Voilà. Tu l'as écrit, maintenant je vois. Et tu as dit quelque chose d'intéressant, tu as parlé de collègues. Alors là, j'en reviens. Comment c'était à l'époque le paysage en France? En tout cas, toi, tu étais à l'international, donc là, je vais te poser la question plutôt peut-être sur le périmètre de la France. J'imagine qu'il y avait quand même des collègues, entre guillemets, qui étaient dans d'autres grandes entreprises. Est-ce qu'il y avait déjà cette notion de communauté? Est-ce qu'il y avait d'autres RSSI qui étaient connus les uns des autres Oui, j'ai déjà pris ce goût. Finalement, c'est peut-être ça qui a prévalu à la création du César. Voilà, j'avais pris ce goût du partage, on faisait quand même, même si on avait des moyens, on faisait quand même de la sécurité souvent seul. Et encore plus à l'époque, envers et contre tous, parce que faut dire qu'il ne se passait pas grand-chose non plus, quoi. Donc du coup, les questions étaient plutôt des questions de continuité de service, de backup, de choses comme ça. Et du coup, cette communauté qui était encore balbutiante, moi je suis rentré en France en 99 et j'ai commencé à militer, entre guillemets,
dans des groupes de travail. Enfin, je vais en citer un comme ça, les plus anciens se reconnaîtront. Ça s'appelait NetFocus. Alors, Focus Net, sur le net, donc 99, on est en plein dans le boom de la création du net. Et c'est là que l'aventure césinesque, si je peux m'exprimer ainsi, a un peu commencé. Parce qu'effectivement, ces sujets de cyber devaient être le plus possible partagés. On ne pouvait pas se permettre, évidemment, de partager nos turpitudes en public, parce qu'il y avait déjà quelques événements qui avaient lieu. Mais du coup, cette volonté de se rapprocher et d'avoir en effet ces réseaux, ces gens qu'on connaît, qu'on peut appeler quand on a une difficulté, etc., ça a fini par se transformer en club. Ah oui, c'était ça ma question. Alors, il y avait qui on sait que tu fais partie des fondateurs du Césin, mais il me semble que tu n'es pas tout seul, justement, à avoir l'idée d'une association. Oui, on était cinq fondateurs. Effectivement, ça a été... alors, moi, j'ai mis du temps. J'avoue que je me suis fait un peu tirer l'oreille parce que... je me suis fait plutôt prier, pour être plus exact. Parce que j'étais très occupé à l'époque. Donc là, on est en 2012. Je suis à la Caisse des dépôts, très occupé par mon métier et me lancer dans l'associatif. Je voyais ce que ça donnait par ailleurs pour d'autres occupations et j'étais pas mûr pour ça. Bon, bref, mes camarades de jeu ont fini par me convaincre de se lancer. Donc, parce que moi, j'étais bien dans l'ombre avec mes copains. On se rencontrait un vendredi tous les mois. On échangeait nos petits trucs. Personne n'entendait parler de nous et on était très heureux comme ça. Ça voulait dire qu'à partir du moment où on se lançait dans l'aventure associative, c'était aussi pour se faire connaître. Et on passait du coup à une autre échelle, évidemment. 2012, on crée le Césin. Donc on est 5. On peut citer les 5 peut-être, comme ça. Comme ça je vais en oublier et puis, et puis je vais me fâcher avec la moitié de la terre. Voilà. Merci. C'était un piège. Mylène Jarosset que tout le monde connaît, qui a été notre présidente ces dernières années. Éric Doyen, qui est tout. Enfin, je cite ceux qui sont toujours dans le board. Éric Doyen, qui est toujours là, notre trésorier. Il y avait également Jean-François Loipre, qui a été, pour le coup, peut-être le meneur de la bande. C'était le meneur. Oui, je crois que c'est un peu lui qui m'a poussé dans mes retranchements. Pascal Basset, également, qui maintenant a quitté la cyber, mais la regarde toujours de près chez Système U. Et puis je vais oublier quelqu'un et je vais me fâcher avec lui. Voilà. Alors aujourd'hui, le Césin, c'est une énorme association. Vous avez combien d'adhérents à peu près, grosso modo ? Alors on a démarré en 2012 avec une 50aine de personnes. En gros, je les connaissais tous et j'avais le 06 de tout le monde. Donc quand on a créé le Césin, j'ai appelé les 50. Enfin, on s'est partagé la tâche, mais voilà, c'est un peu... a été vraiment le bouche à oreille. Donc 13 ans après, 1200. Waouh. 1250, 1300, enfin, on compte pas tous les jours. On est très strict sur les paiements de cotisation et autres. Donc on élague beaucoup en fin d'année. Et puis on élague aussi... les membres qui sont pas actifs. C'est pas actif, ouais, bien sûr. Voilà. Du coup, effectivement, on est devenu une grosse association. Et ça a longtemps été une association vraiment tournée vers ses membres, c'est-à-dire l'entraide, le partage d'expérience. On a inventé par exemple du mentorat qui fait que des RSSI
pas dire les vieux, mais aguerris, on va dire, senior, voilà, donne un coup de main à ceux qui démarrent dans la profession. Donc beaucoup de partage d'expérience, beaucoup de relativement peu d'écrits, mais quand on écrit les choses, voilà, on veut que ça se sache. Hein. On a un baromètre maintenant qui est relativement bien ancré dans le paysage. D'ailleurs, on a la sortie prévue pour le mois de janvier là. Mais du coup, ce qui nous manquait, c'était vraiment de se tourner vers les pouvoirs publics, plutôt que de subir finalement les réglementations qui nous arrivent en cascade. Peut-être qu'on s'est dit que ce serait mieux d'être à l'origine et de pouvoir influencer tel ou tel. Et donc, c'est ce qu'on essaye, évidemment, de manière très modeste, de faire maintenant, c'est-à-dire d'être davantage tourné à la fois sur l'Europe, mais aussi sur la France. Alors même si, évidemment, l'instabilité gouvernementale fait que c'est pas toujours simple en ce moment. Mais voilà, on a à notre actif aujourd'hui un certain nombre d'initiatives, en particulier autour des réglementations NIS2 et DORA, par exemple, voire le CRA, où on a proposé des amendements à la Commission européenne qui ont été retenus. Alors, on ne sait jamais, hein, quand on propose des amendements, s'il y en a 50 autres qui ont proposé le même, on sait que le nôtre a été retenu, mais ce n'était pas celui du Césin. Mais en tout cas, on est arrivé à nos fins sur le CRA. Cyber Resilience Act pour les non-initiés. Et donc, du coup, le fait de se tourner dorénavant vers ce qu'on appelle les affaires publiques donne un certain tournant, finalement, à l'association. On est toujours... bien évidemment tourné vers nos membres, hein, voilà. Mais on essaie en effet de porter davantage de messages maintenant. Et en effet, à l'ère de la souveraineté, qui n'a jamais été autant d'actualité depuis l'élection de Trump, on apporte, j'allais dire, notre pierre à l'édifice, mais plutôt nos pierres à l'édifice. Oui. Donc vous avez vraiment une double casquette, hein, une casquette de mentorat avec des groupes de travail et une vision plutôt aussi, je dirais, pas politique, mais amenée à aider les politiques. Et justement, au niveau des groupes de travail, je sais qu'il y en a au Césin, parce que à l'époque, on travaillait ensemble là-dessus. Enfin, moi, j'aidais sur certains points. Tu peux nous en dire plus? Alors, est-ce qu'il y en a toujours 5, si ma mémoire est bonne, non? Alors, en fait, on a un nombre, c'est comme les fondateurs du Césin, je vais sûrement en oublier, mais on a un nombre assez important de formats. D'abord, on a des formats d'événements, c'est-à-dire on a un congrès qui va se dérouler prochainement en décembre et une université d'été qui s'est déroulée fin août. Ça, ce sont nos événements phares de l'année où on invite tous nos membres. Vient évidemment qui peut. Et là, on est plutôt dans les grands événements qui nous permettent de passer des messages et de faire profiter aux participants des retours, pas nécessairement des retours d'expérience de nos membres, mais plutôt des visions de gens qui gravitent dans notre milieu et qui vont apporter, je dirais, un certain nombre d'éclairages à nos membres. Ensuite, on a ce qu'on appelle nos plénières, ça, on en a 6 par an. Là, on est vraiment dans le partage d'expérience, c'est-à-dire qu'on demande sur des thématiques données à des membres de pouvoir témoigner et apporter des retours d'expérience. Donc ça marche plutôt bien. Ensuite, on a des choses un peu plus comment dirais-je, techniques. Ça s'appelle des paroles d'experts. L'idée, c'est qu'en 2 heures, on ne va pas rendre quelqu'un expert d'un sujet, mais au moins, on va lui donner le vernis qui lui permettra d'être un peu moins gêné quand, justement, il aura un expert en face de lui qui va essayer de le rouler dans la farine. Donc, on fait, en effet, ces paroles d'experts de manière régulière. Et puis, en effet, pour en venir à la question des groupes de travail, on a créé ce qu'on appelle des communautés. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait à un moment donné, des gens qui avaient envie de se retrouver entre eux
pour discuter de choses, alors soit liées à des tailles d'entreprise, soit liées à des activités, mais des communautés qui permettent en effet, d'une manière plus restreinte, hein, là on est... Les plénières, on tourne autour de 300 participants, 150 en physique et à peu près autant en distanciel. Là, sur les communautés, on est plutôt sur la petite cinquantaine, mais de gens qui vont vraiment échanger et, comment dirais-je, continuer finalement à enrichir le savoir de ceux qui participent. Et puis, en effet, on a ce qu'on appelle, alors nous, on n'est pas fait comme les autres, on n'appelle pas ça des groupes de travail, on appelle ça des labs. Donc des labs, alors là je ne pourrais même pas citer le nombre de labs, mais parmi les labs que nous animons, il y en a un sur Nice 2, il y en a un sur Dora, il y en a un sur l'IA, il y en a un sur l'OTI, il y en a un sur la cybersécurité industrielle qui fait d'ailleurs... qui s'est regroupé avec celui de l'OTI. Oui. Enfin bref, à chaque fois qu'il y a une thématique qui préoccupe nos membres et on se dit qu'on est plus fort à plusieurs que tout seul pour l'adresser, eh bien on crée un lab, sachant que les labs n'ont pas nécessairement une durée de vie infinie. C'est qu'à partir du moment où on considère qu'on a fait le tour de la question et que peut-être les sujets, je pense à l'informatique industrielle par exemple, ça a été vraiment j'allais dire une révolution, faut pas exagérer, mais enfin une évolution importante ces dernières années où c'était vraiment presque un nouveau caillou dans la chaussure du RSSI, où là il y avait tout à découvrir, hein, des mondes qui ne se parlaient pas, des responsabilités qui étaient disjointes. Et du coup, ce lab, il avait toute sa substance il y a 3-4 ans. Maintenant, peut-être que ces sujets-là font partie du commun des mortels maintenant, et peut-être que le lab n'a peut-être moins d'intérêt. Mais du coup, on sait réagir, et je discutais hier avec la personne qui est en charge du Labia. Il me dit, Alain, tu sais, vu les sujets qu'on a traités autour de l'IA et de la cyber, il va falloir qu'on crée une communauté, parce que le format lab ne va plus être adapté, et ce sont des sujets qu'il va falloir traiter de manière permanente. Donc voilà un peu les... bon, alors j'en oublie plein, hein, mais les différents formats. Et c'est aussi lié à notre taille. C'est-à-dire que quand on a 1200 personnes, on ne peut pas plaire à tout le monde avec un seul format. Alors après, on peut nous reprocher d'avoir une multitude de formats, mais comme je dis aux gens, quand vous allez au restaurant, vous n'êtes pas obligé de manger toute la carte. Voilà, c'est vrai. Toujours des super métaphores. Bon, le César a un impact énorme. Je parle à nos auditeurs qui n'ont pas forcément la connaissance de tout ce que fait le César, mais déjà 1250 personnes RSSI dans notre monde et notre périmètre français, c'est énorme. Et puis tout ce que vous faites, tout ce que vous produisez, c'est incroyable. Alors, peut-être pour finir, on pourrait parler de la communauté RSSI. Comment tu la vois dans 10-15 ans? Là, bon, vous êtes bien parti, de toute façon, vous travaillez, vous tatillonnez, et vous arrivez à voir les sujets qui changent, les sujets qui montent, les sujets peut-être qui descendent. Et ça, c'est très important pour la communauté cyber. Bon, on a parlé de l'arrivée de l'IA, etc. Le métier du RSSI, tu penses qu'il va changer avec ces plateformes cloud sur lesquelles on a maintenant presque des RSSI qui deviennent des juristes parce que finalement, les données, elles sont un peu transférées partout. Avec l'arrivée de l'IA qui, certains disent, vont peut-être remplacer des métiers plutôt techniques et moins de décideurs, mais quand même. Comment tu vois la communauté dans 10 ans? J'ai vu la communauté depuis 30 ans, déjà. Et j'ai vu l'évolution. Hein, du rat de cave, quasiment, enfermé dans le noir avec le pullover tricoté par sa grand-mère, jusque, en effet, aujourd'hui, des RSSI qui sont en N-1 d'un membre du COMEX. Voire même au COMEX pour des structures de taille moyenne, mais pour lesquelles la cyber est tellement... Enfin, le digital est tellement important que la cyber mérite parfois d'être au COMEX. Donc on voit bien qu'il y a eu une évolution incroyable dans justement cette reconnaissance et l'utilité de
j'allais dire, de cette mission, finalement, parce que c'est plus qu'une fonction, c'est une mission. Une mission. Alors, dans 10 ans, je ne sais pas où le RSSI sera, mais ce que je sais, c'est que j'ai eu un mentor, moi aussi, qui m'avait dit, c'était pas Steve Katz, c'était un autre, il m'avait dit, Alain, quand tu débuteras dans la cyber, tu n'auras pas de budget, tu n'auras pas de moyens, tu n'auras personne avec toi, tu seras tout seul, tu vas faire en sorte que ça s'arrange, tu vas recruter des gens, tu vas avoir du budget, et puis en fait, tu auras gagné quand tu n'auras plus de budget. Parce que ça voudra dire que la cyber aura été intégrée dans toutes les strates, finalement, des métiers de l'entreprise, et qu'il n'y aura plus besoin de quelqu'un pour aller ramener chaque fois le sujet cyber qu'on aura un peu laissé de côté. Alors, je ne sais pas si c'est ça, la cyber dans 10 ans, c'est peut-être la disparition du RSSI. En tout cas, ce RSSI qui vient un peu encore, malheureusement, après la bataille. Je crois que, en tout cas, il y a un chemin qui est largement emprunté aujourd'hui, c'est que la cyber est quand même de plus en plus intégrée dans les process métiers, et que et ça c'est grâce au travail du RSSI, faut pas l'oublier, mais de se dire que finalement, moi quand j'achète une voiture aujourd'hui, sur la facture il n'y a pas marqué ABS temps, enfin les équipements de sécurité sur la facture de la voiture que j'achète, ils sont pas détaillés. Bon, c'est ce qu'on souhaite dans la cyber. C'est que la cyber, finalement, et je pense, en disant ça, je pense au budget. Pourquoi on a du budget cyber ? C'est pour compenser le fait que là, on n'a pas mis ce qu'il fallait pour protéger l'IA. Là, on n'a pas mis ce qu'il fallait pour se protéger des attaques, etc. Quand tout ça sera complètement intégré, peut-être qu'en effet, le rôle du responsable sécurité sera davantage tourné vers la gouvernance, davantage tourné vers les process, les politiques, la sensibilisation, etc. Et peut-être un peu moins vers la technique. Le problème, c'est que on adore, nous, la technique. Enfin, c'est vrai. Un RSSI qui ne met pas les mains dans le cambouis, pour moi, il n'est pas vraiment adoubé, quoi. Donc, voilà, cette évolution du métier fera qu'on va peut-être plus attirer les mêmes talents, mais on voit bien quand même que la tendance, en particulier dans les grands groupes, c'est plutôt de confier des missions de RSSI à des cadres dirigeants. Donc, je pense qu'on n'est pas prêt de se passer de ce rôle dans l'organigramme. Il y a du temps encore avant que ça soit terminé, mais ta vision est super intéressante. Bon, alors, je pense qu'on s'est dit plein de choses. On s'est dit plein de choses sur ton parcours, on s'est dit plein de choses sur la création du CESIN, plein de choses sur la communauté RSSI. Est-ce que tu as une petite anecdote ou quelque chose que tu voudrais rajouter pour conclure peut-être ce podcast Des anecdotes, je vous en ai raconté déjà pas mal. Pas mal, oui. Je pense qu'on a été gâtés. Donc, non, je pense qu'effectivement, moi, si on m'avait dit, quand j'ai débuté dans l'informatique, je vais donner l'année, 1977, voilà. 1977. Beaucoup n'étaient pas nés. Si on m'avait dit d'abord que je ferais carrière là-dedans, j'aurais dit, non, pas possible. Enfin, on fait pas le même métier pendant 30 ans ou 40 ans. Et ensuite, quand je suis tombé dans la marmite cyber, comme je l'ai raconté tout à l'heure, vraiment, j'étais pas passé dans le couloir à ce moment-là. Bon, peut-être qu'on m'aurait chopé ailleurs, mais ce que je veux dire, c'est que c'était vraiment le fruit du hasard. Si on m'avait dit effectivement que 30 ans ou 40 ans après, je serais encore en train de parler de cyber, je pense que j'aurais eu du mal à le croire. Je crois que je suis encore une fois convaincu, et là, je vais donner un petit coup de patte aux RH, parce que les RH ne rêvent que d'une chose, surtout dans les grands groupes, c'est de vous faire évoluer vers d'autres métiers, d'autres carrières, etc. Et c'est tout à fait louable.
Mais moi, j'avais dit à ma RH, foutez-moi la paix, quoi. Je suis bien où je suis, j'adore ce que je fais. J'ai pas l'impression de faire le même métier depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Parce que ce métier-là, il n'arrête pas de changer. Hein, les sujets qu'on a à traiter sont tellement transverses. Le fait que aussi, et ça j'ai oublié d'en parler, mais on est probablement en matière d'IT et de digital, la personne qui en sait le plus dans la boîte sur ce qui se passe. Parce qu'on ne va pas toujours voir le DSI pour tous les sujets de la Terre ou le Chief Digital Officer ou je ne sais pas quoi, mais le RSSI, on va le voir systématiquement. Et ça, enfin, je veux dire, c'est précieux comme rôle, parce que du coup, on devient une sorte, enfin, si on s'y prend bien évidemment, mais on devient une sorte de confident. Alors, évidemment, on est souvent l'homme ou la femme qui dit non, ou le vilain gendarme au coin du carrefour. Mais si on fait son métier intelligemment, avec passion, ce qui a été mon cas, je pense qu'on peut en effet tirer une grande fierté, allons-y. Hein. Fierté, ouais. Je pense qu'on pourrait terminer sur ce mot-là. Et bien là, merci beaucoup. Merci à toi. Un grand plaisir d'avoir fait cet exercice avec toi. Merci.